très heureux de vous accueillir avec Charles-Henri, Nadia et Hervé ce soir. Donc, c'est une première pour nous. Donc, moi, je suis l'un des deux cofondateurs de la société Maogoa, une plateforme qui aide nos clients à accélérer leur transition en activant leurs collaborateurs dans leur démarche d'impact. Et donc, on s'adosse aujourd'hui avec Positive Company pour organiser cet atelier sur les achats responsables. Vous êtes ici, entre autres, dans la part de nos locaux, mais vous êtes ici principalement dans une structure qui s'appelle The Box, qui est un accélérateur de start-up pour lequel nous sommes partis, qui accompagne des structures sur différentes thématiques, entre autres les sujets décarbonation et entre autres les sujets futurs work, donc comment on accompagne les collaborateurs dans leur métier de demain. Donc voilà, principalement pour ce petit mot d'accueil. En tout cas, merci à vous d'être venus. Donc je vous présente peut-être globalement l'organisation de la soirée. On va commencer par une petite table ronde où chacun va pouvoir partager ses bonnes pratiques sur le sujet d'achat responsable. Et ensuite, on aura un moment d'échange ensemble. Alors, si le temps nous permet sur le rooftop, pour poursuivre les discussions, bien sûr adresser vos différentes questions, j'imagine, aussi pour avoir des réponses. Et voilà, on devrait vous libérer en fonction de votre envie sur le coup de 20h, 20h30. Et ce qu'on vous propose, c'est avant de commencer de là-dessus, parce que on est bien nous quatre, on ne vous connaît pas beaucoup, c'est peut-être de commencer par une session interactive et donc de lever la main ceux qui ont déjà mis en place un bilan carbone dans leur propre entreprise pour un petit peu mesurer leur sensibilité. Alors nous on est en cours, donc je ne sais pas quel temps on lève la main. Aussi. Ok, il y a une personne à 4, 5. Et d'autres, ceux qui n'ont pas levé la main, est-ce que c'est un sujet, enfin ceux qui n'ont pas levé la main, est-ce que lève la main si c'est un sujet en cours ou de préoccupation sur les sujets carbone climat? Quel type d'entreprise? Et après, peut-être une typologie d'entreprise, ceux qui sont dans des TPE, vous pouvez lever la main. Dans des ETI. Et ceux qui sont dans les PME, ETI. Les grands groupes, s'il y a. Très bien, c'est un moyen assez simple de savoir vos préoccupations. Je te laisse. Je me présente bien. Donc, moi, je m'appelle Charles-Henri Varlia, donc je suis fondateur de Positive Company. Positive Company, c'est quoi? C'est avant tout un label RSE qui va capitaliser sur le savoir-faire européen et français sur ces sujets-là pour essayer de donner un cadre pour l'ensemble des entreprises et puis pour essayer de proposer un modèle d'économie responsable à l'échelle internationale. Donc, le label existe depuis un peu plus de 3 ans. C'est 150 entreprises aujourd'hui qui sont labellisées. On a des TPE comme des très grands groupes aussi qui sont lancés dans la démarche. Et notre marque de fabrique, j'ai envie de dire, c'est nous, il y a un truc qu'on déteste, en fait, c'est le greenwashing chez nous. Donc, on a mis en place une méthodologie où 50% de la note est fondée sur des enquêtes qui sont envoyées de manière anonyme aux principales parties prenantes. C'est-à-dire que l'entreprise doit, dans un premier temps, présenter ce qu'elle fait en termes de RSE en interne sur son équité, sa gouvernance, son modèle social, environnemental et sociétal. Et on va finalement la comparer entre ces dires, parce qu'on voit trop aujourd'hui de notations qui sont faites sur la revue documentaire, ça n'a plus de sens. Tout le monde, on l'a vu avec Orpea, ont des bonnes notations RSE, donc on est en train de perdre complètement à la fois les consommateurs, les futurs employés, les candidats, enfin, on est en train de perdre tout le monde sur ces sujets-là, et donc nous, on a mis en place une autre proposition de valeur qui est que la moitié de l'évaluation est basée sur le ressenti des principaux concernés. Et on leur demande aussi, on en profite pour leur demander comment l'entreprise pourrait s'améliorer d'un point de vue social, sociétal et environnemental, et donc ça permet de fixer une feuille de route hyper alignée avec ces enjeux. Donc ça, c'est notre premier métier, et on s'amuse depuis bientôt 4 ans sur ces sujets-là, et on a beaucoup de boulot. Et notre deuxième métier qui a été un petit peu qui a été lié avec notre savoir-faire en termes d'évaluation RSE, c'est qu'on a mis en place un outil pour accompagner les achats responsables, d'où le thème de la table ronde d'aujourd'hui. On a créé un outil d'évaluation qui s'appelle Scoring by Positive Company, qui va évaluer l'ensemble des fournisseurs d'un donneur d'ordre, que ce soit une petite structure ou une très grande boîte. Aujourd'hui, on travaille avec La Redoute, Cdiscount, Lireco, Engie sur ces sujets-là. Voilà. Et donc, c'est pour ça qu'on était ravis de pouvoir organiser ça. Alors, je dirais la raison d'être de Positive Company, c'est de fédérer des initiatives comme celle-là et des partenaires pour ensemble avoir un meilleur impact. On est convaincus que les solutions se font de manière
entre parties prenantes, j'ai envie de dire. Et donc, c'est pour ça qu'on organise un peu partout en France une tournée où on a l'occasion de vous rencontrer, de faire que les gens échangent les uns avec les autres et puissent trouver des solutions ou des synergies. Et donc, aujourd'hui, on est à Marseille. Il y a quelques temps, on était à Paris. Bientôt, on sera à Bordeaux, Lille, Lyon, Rennes. Voilà, c'est en gros, et Tunis, pardon, dans 10 jours. Parce que le label se déploie beaucoup, de manière assez étonnante, au Maghreb en ce moment. Voilà. Donc pour compléter donc, les synergies, donc la partie vraiment certificateur qui intègre les parties prenantes. Et donc de notre côté, chez Maoboa, nous, on travaille avec donc, des grands groupes et des EPI pour donc, accompagner ces organisations à accélérer leur transition avec l'aide de leurs collaborateurs et donc donner les moyens finalement à chacun des salariés de l'entreprise à être acteur du changement. Donc entre autres avec Veolia, entre autres bientôt avec Société Générale, avec le groupe CMA-CGM, où bien chacun des salariés dans l'organisation est maître et acteur d'un sujet social, environnemental et aussi sur une thématique d'achat responsable. Et bien on va aller dans le thème, justement, si vous voulez bien. Alors, j'ai prévu quelques petites anti-flèches, je suis désolé. On est en plein séminaire en ce moment, donc voilà. Je vous propose, s'il vous plaît, à tous les deux de vous présenter. Je vais commencer par Nadia. Bon, donc bonjour, moi je suis Nadia Chlida, donc ça fait maintenant 28 ans, ouais, un peu plus même, que je suis dans le domaine de la banque. Ex-Société Marseillaise de Crédit, puisque Société Marseillaise de Crédit, comme vous le savez, a éteint son enseigne en 1er janvier 2022. On a été racheté par notre maison mère, la Société Générale. Pardon, oui, on a été racheté par notre maison mère, en fait, absorbé, on va dire comme ça, donc la Société Générale, en janvier. Voilà, on a fait la fusion juridique en janvier, on est en pleine fusion informatique, donc là, c'est des moments un tout petit peu compliqués, mais ça va le faire. Voilà, on fait avec. Donc du coup voilà, bien sûr on fait de la banque de détail, attention, hein, différence de la banque d'investissement, on n'est pas sur l'investissement mais sur le détail, hein, donc il y a des entreprises comme vous, voilà. Donc on est là pour vous accompagner, ça c'est la première chose. En dehors donc de ça, mon poste aujourd'hui dans cette fusion, je suis donc responsable achat, responsable d'antenne logistique, peu importe, en tout cas je m'occupe des achats et je m'occupe aussi de la RSE compte propre. Donc voilà, il faut savoir aussi, je vous donne quand même le périmètre, aujourd'hui SG SMC, puisque c'est notre enseigne, donc est sur un périmètre qui s'établit donc ici sur tout le département des Bouches-du-Rhône, mais pas seulement, vous avez toute la partie du Vaucluse, vous avez toute la partie donc des Alpes-Maritimes, vous avez aussi les Hautes-Alpes et vous avez aussi la Corse. Voilà. Donc du coup, vous voyez, c'est à peu près aujourd'hui, on va dire 300 agences pour à peu près 2900 collaborateurs. En volume d'achat? On est à quelques millions. Ouais. On a des grosses agences. En fait, aujourd'hui, la fusion fait qu'en fait, comme on fusionne avec des agences, donc forcément, on a quand même un budget qui est quand même assez colossal. Donc, du coup, voilà. Bon, après, le budget se réduira au fur et à mesure, mais là, dans le cadre de la fusion, c'est un tout petit peu différent. Voilà, ça c'est pour vous donner un ordre d'idée. Puis ensuite, bien évidemment, compte propre. Je ne sais pas si vous faites la différence entre RSE compte client et RSE compte propre. Je vous donne juste une définition. C'est tout simplement quand on est compte propre, on s'occupe de nous-mêmes, donc de l'entreprise. Ce sont des enjeux exactement pareils dans l'environnement durable, tout ça, mais qui concernent l'entreprise. Voilà. Et ensuite, vous avez la partie qu'on appelle client, et ça, on reverra tout à l'heure si on a 2 minutes pour en parler. Voilà. Je laisse la parole à mon collègue. Bon, tout d'abord, merci de m'avoir invité, de m'avoir proposé de participer à cette table ronde. Je trouve ça très sympathique et très agréable d'être là parmi vous et de partager certains éléments. Et surtout que Maoboa, c'est quand même une structure qu'on a soutenue et qu'on a connue par le biais de Graines de Boss. Une belle aventure et Maxime nous a bien séduit et effectivement, le service qu'il propose est un service particulièrement intéressant. Donc Veolia, c'est quoi Veolia Veolia, c'est très simple. Enfin, c'est une société du CAC 40, j'utilise ces termes-là. Parfois, on nous oppose deux choses. Société du CAC 40 qui, effectivement, son cœur de business, c'est l'environnement au sens large. Donc j'associe les deux parce que dans l'inconscient collectif, on a toujours du mal à parler d'économie et profitabilité avec l'environnement, puisque dans l'inconscient collectif, tout le monde pense que l'environnement ne doit pas être profitable, mais si c'est nécessaire, parce qu'on a beaucoup d'investissements à faire, je reviendrai là-dessus, et des achats, par conséquence. Et donc c'est un groupe qui est implanté sur l'ensemble de la Terre, hein. On a plus de 200 000 collaborateurs, et on est vraiment, on intervient sur les trois métiers principaux qui sont l'eau,
le déchet et l'énergie, sur les segments qui sont de la production jusqu'à la distribution, jusqu'à l'élimination ou le recyclage et la valorisation des sous-produits issus de la production, de la distribution d'eau. Donc pour donner un exemple, quand vous allez ouvrir votre robinet, vous avez des gens en amont qui vont travailler pour épurer l'eau, pomper, distribuer. Une fois que vous allez avoir utilisé l'eau, vous avez une eau qui va être usée. Et derrière, on va retravailler cette eau-là pour la reboucler et repartir dans un sens. Et le déchet, c'est pareil. Vous allez vous allez produire vos déchets, vous allez les jeter dans une poubelle. En fait, on va être de la poubelle jusqu'à finalement la production de matière pour repartir sur un cycle de production de matière, d'objets, par le biais du papier, du carton et autres. Ce qui est important d'avoir en tête, c'est que et c'est un groupe, je disais, de 100 000 collaborateurs. On parle en milliards de dollars de chiffre d'affaires. Mais c'est avant tout finalement quelque part un groupe implanté localement au motif que on fait partie des métiers qui sont non délocalisables. Quelqu'un qui va collecter des déchets ménagers, votre poubelle, c'est quelqu'un qui en règle générale habite à moins de 15 km de son lieu d'agence, de ce qu'on appelle point de départ de collecte. Comment ? Et ce, même avec ChatGPT, ce ne sera pas délocalisé. Non, ce sera impossible de délocaliser. Et puis, c'est pareil. Si je prends maintenant l'image de l'eau, l'eau quand vous allez ouvrir votre robinet, c'est pas de l'eau qui vient de l'autre bout de la terre, c'est de l'eau qui est à proximité. Voilà. Donc c'est vraiment un des rares métiers délocalisables. Et donc, on est vraiment des acteurs d'ancrage territorial. Et si je zoome maintenant sur l'activité région Sud, on représente à peu près 2000 collaborateurs en termes de gestion de déchets. Si je comptabilise l'énergie et la partie eau, on est quasiment à 5000 collaborateurs. Donc, vous multipliez par 4 pour l'influence et par 2 pour l'influence économique périphérique. Et sur la région juste déchets, qu'on appelle RVD, on est à peu près en volume d'investissement courant annuel à plus de 60 millions d'euros par an. Donc, dans la région Sud-PACA, chaque année, il y a dans l'économie locale un investissement entre 50 et 60 millions d'euros et parfois des investissements exceptionnels qui sont quasiment toutes les années, mais là, on a vraiment un poste exceptionnel. On a remporté un gros marché public qui vise à transformer une usine d'incinération du côté de Nice pour en faire une usine de production d'énergie, où là, on a un investissement sur un plan biannuel de plus de 200 millions d'euros. Donc, on est vraiment des investisseurs et des acheteurs locaux. Et alors je vous donnerai pas les marges, mais juste pour, parce que c'est très faible, juste pour avoir une autre image, juste l'activité déchets, donc le volet déchets, on est quasiment à 500 millions d'euros de chiffre d'affaires sur la région Sud. Donc, quand on parle de chiffre d'affaires, on est forcément au-dessus du positif. Ça veut dire qu'on doit avoir des montants de commandes localement assez importants. Voilà. Donc moi, après avoir présenté la société, moi je crois que je dois occuper le poste que tout le monde peut rêver avoir, parce que je suis en charge de direction du développement, mais j'ai pas une vocation à avoir une activité de développement commercial en tant que telle. J'ai finalement des missions qui sont sympas parce que en dehors de dimension de pilotage de projets stratégiques structurants pour la région, j'ai un gros pôle d'activité qui consiste en fait finalement à être en échange avec plein de gens, de l'innovation à la fois technologique, à la fois financière, à la fois économique et surtout en fait relationnelle, parce qu'on est sur des modèles mutants, on est sur la nouvelle économie qui consiste en fait aujourd'hui on ne peut plus travailler tout seul et il y a besoin au regard de l'évolution légale et réglementaire d'avoir une adaptabilité. Parce que si je prends l'exemple de l'eau, on aura toujours besoin d'eau. Si je prends l'exemple du déchet, on va toujours produire du déchet. Pour autant, les contraintes sont de plus en plus importantes. Et donc, il faut avoir une agilité, ce qu'un groupe ne peut pas faire tout seul, plus faire tout seul. Et donc, on s'associe avec des structures complémentaires, non seulement pour répondre à nos missions, mais aussi répondre à des marchés et avoir un partenaire comme Maoboa par rapport à nos clients potentiels. C'est aussi un bon moyen aussi de se distinguer et d'apporter une offre différentielle, parce que nos clients de plus en plus sont d'une approche un peu on en parlera peut-être un petit peu après. Faut que tu me coupes parce que sinon je vais pas citer la parole. Et je m'arrêterai là, mais bon, il faut que tu me coupes là, ou sinon vous me dites stop, c'est bon, ras-le-bol. En 2 mots. Je suis vraiment un passionné moi. Et donc ouais, effectivement, il y a besoin de trouver en local des acteurs qui peuvent à la fois nous permettre de nous différencier structurellement par rapport à une offre traditionnelle, hein,
mais aussi également avoir une offre qui nous permet de mobiliser nos salariés en interne. Et Maobawa, typiquement, c'est une activité qui permet de mobiliser à l'externe, mais en interne, puisque c'est une plateforme interactive pour nos salariés. Je m'arrête là. Et justement, donc je vais essayer de rebondir là-dessus. Justement, Maobawa a été un de vos chantiers de cette année. Je vais m'adresser peut-être plus à Nadia. Aujourd'hui, quels sont les chantiers que vous avez pu mettre en place en termes de RSE dans votre périmètre? Alors, quels sont les chantiers? Alors, en fait, on a plusieurs axes. Donc, sur les 3 axes qui sont les axes stratégiques aujourd'hui qu'on a, qui sont bien sûr être acteurs solidaires du territoire, accompagner nos clients, bien évidemment, dans le cadre de la transition énergétique, et le dernier qui est en fait être en fait réaliser des achats éthiques et responsables. Dans cette partie-là, on a bien évidemment évolué essentiellement sur 3-4 opérations importantes, je ne dis pas le reste, en tout cas qui sont sur la transition énergétique. La première opération, c'est qu'on a déjà verdi notre flotte. Ça, c'était important, le verdissement de la flotte. Aujourd'hui, on a une flotte qui est importante. On a à peu près 300 véhicules, donc c'est pas 300 véhicules, c'est pas neutre. Donc aujourd'hui, on est à peu près un peu plus de 30%. On est en train de monter au fur et à mesure. C'est pas facile non plus, hein, parce qu'on a quand même un périmètre géographique qui fait qu'en fait les gens se déplacent beaucoup, énormément de commerciaux. Donc du coup, ça c'était l'optique la plus importante, et on est dans le bon train d'aujourd'hui. La deuxième optique qu'on a vue, bien, si on met des véhicules électriques ou des hybrides, il faut bien les charger. Voilà. Donc bien sûr, en avance de phase, parce que comme vous le savez, depuis janvier, là, il y a une nouvelle réglementation qui vous oblige d'avoir des passes. Alors on a un peu le temps, on a jusqu'à 2025, mais il faut maintenant mettre en place, quand on a des parkings, il faut mettre en place, notamment les parkings qui nous appartiennent, il faut une place pour 20, enfin une borne pour 20 places, quoi. Donc du coup voilà, donc on a installé, là on est en cours, on est en train d'installer une vingtaine ou 25 bornes, voilà, de recharge électrique. Donc bien sûr, on verra après les contraintes et les freins et tout y quanti. Donc voilà, et donc ça c'était primordial. Et bien évidemment, là-dedans, on a aussi essayé aussi d'amener nos collaborateurs, parce qu'on a aussi de la mobilité dans ce qu'on appelle les trajets domicile-travail. Et là, on a essayé d'installer des flottes. Donc on a quelques flottes de vélos électriques qu'on a mis en place ces dernières années. Voilà l'essentiel de ce qu'on a réalisé. Et bien sûr, on est en train de travailler sur le covoiturage. Et ça, c'est aussi quelque chose, parce qu'en fait, dans notre structure, on a deux sièges. Un qui se situe à la rue Paradis, qui est un siège plutôt commercial, où vous avez à peu près, on va dire, 300 collaborateurs, et un autre siège qui se trouve sur Aubagne, à la Plaine-sur-Yonne, vous le voyez quand vous passez l'autoroute. Et là aussi, pareil, on a quand même une structure où il y a à peu près 300 collaborateurs, et donc du coup, les enjeux ne sont pas les mêmes. Quand vous êtes à Marseille, bien évidemment, c'est facile, transport en commun, voilà. Et quand vous êtes à Plaine-sur-Yonne, quand vous avez un train par jour, et c'est un peu plus compliqué. Voilà. Donc du coup, là, on est en train de travailler là-dessus. On a bien sûr fait le plan de mobilité, ça fait déjà quelques années, puisque vous savez que dès qu'on dépasse 100 collaborateurs sur un site, il faut faire un plan de mobilité, ce qui a été réalisé. Et aujourd'hui, on est plutôt en train de travailler donc sur cette partie-là avec la fusion. Ça, c'est plutôt les enjeux sur la transition énergétique. Et est-ce que vous avez formalisé tout ça dans une feuille de route, ou là on parle plutôt des achats responsables aujourd'hui, c'est le thème. Ouais. Est-ce que, alors je pense que certains d'entre vous sont sensibles aussi à ce sujet-là, de la formalisation de nos actions. En principe, quand on est dans une démarche RSE, les achats représentent un volume très important des engagements d'une entreprise sur ces sujets-là, parce qu'effectivement, en interne, on peut faire plein de choses, surtout quand on est une grande entreprise, mais on se retrouve assez vite limité à quelques bonnes pratiques, j'ai envie de dire, aussi sur le plan social. N'oublions pas quand même que la RSE, c'est aussi un gros volet social. Tout à fait. C'est pour ça que je le dis. Mais tout ça nécessite derrière une politique. Ouais. Une politique achat. Typiquement, est-ce qu'il y a certains d'entre vous aujourd'hui ici qui ont déjà formalisé une politique achat, qui ont déjà des guidelines, on va dire, avec des contrats qui sont appliqués auprès de leurs fournisseurs? On voit quand même que ce niveau de maturité, c'est un peu comme le bilan carbone, on a parlé de ça en introduction. Aujourd'hui, c'est 20% à peu près des PME ETI qui ont fait un bilan carbone, c'est peu encore. Et sur ces sujets, on est encore plus loin en termes de maturité. Et pourtant, c'est là où il y a l'impact. Donc, c'est intéressant de voir comment on a pu formaliser ça. Est-ce que ce soit du côté Veolia ou que ce soit du côté de Nadia, est-ce que vous avez formalisé ça? Alors,
je continue. Alors, je continue, puisque j'ai la parole, je la garde. Donc, du coup, en effet, on a formalisé ça, on a fait ce qu'on appelle un programme achat responsable. À l'intérieur de ce programme, on a quelques items qui sont importants. Premier, je vous en donne quelques-uns, parce qu'on en a pas mal, hein, on a plus de 50 engagements. Donc, mais en tout cas, les engagements principaux sont, tout d'abord, on a pour tous nos fournisseurs maintenant une obligation systématique de faire donc une labellisation, oui, si on peut dire, EcoVadis. Ça, tous les fournisseurs, ça c'est la première chose. Une notation. Oui, une notation EcoVadis, donc ça c'est la première chose. La deuxième chose, bien évidemment, on a mis quelques règles, en tout cas très spécifiques sur les achats, et notamment sur les achats éthiques, et notamment sur les achats responsables, et aussi, pour rejoindre la partie sociale, et aussi sur des entreprises adaptées, bien évidemment. Ça, c'était primordial, parce qu'il ne faut pas oublier quand même toute la partie, parce qu'on a quand même pas mal d'achats qui concernent les entreprises adaptées, notamment sur les prestations. Je dirais qu'on est autour d'une dizaine de pourcents à peu près parce qu'on a quand même beaucoup de prestations qui sont tout ce qui est paysagiste, tout ce qui est voilà, où à ce moment-là on peut intégrer ce type d'entreprise sur les déchets, d'accord, le ramassage des déchets aussi, très bien. Ce sont des entreprises qui sont adaptées, ça c'est super important. Et en plus elles travaillent avec nous de manière, sur plein d'autres sujets d'ailleurs. Voilà, ça c'est ce qui a été mis en place. Du coup, ça c'est important. On a regardé aussi toute la partie qui était trop locale, puisque bon, on a un axe qui s'appelle bien évidemment un axe où il faut, en tout cas, nous on tient travailler avec les entreprises avec lesquelles on est client chez nous. Donc du coup là aussi, on a cette partie des achats locaux. Après, tout ce qui nous permet aussi d'avoir des achats, alors puisque on a 2 restaurants d'entreprise, des achats qui sont aussi achats de saison, il faut faire attention là-dessus. Donc voilà. Donc vraiment, il y a quand même des règles qui ont été. C'est formalisé. On a ce qu'on appelle un programme qui est formalisé dans une charte. Et on est d'ailleurs, on a aussi signé la charte interentreprise, la relation interentreprise. Ça, on l'a signé avec les 10 engagements qui la comportent. Donc oui, c'est formalisé. Les 10 engagements sont. Mais j'en ai quelques-uns, je peux le dire. Est-ce que tu peux rebondir là-dessus? Est-ce que ça fait écho sur des pratiques que vous pouvez avoir au sein de vos... Oui, alors, ce qui se passe, c'est que, comme je disais, on est vraiment une société qui est très marquée, empreinte territoriale et comment dire, très périmétrée aux spécificités du territoire dans lequel elle est ancrée. Et donc, il y a eu un choix qui a été décidé au niveau du groupe, c'est directement au corporate de définir une raison d'être qui se décline et qui doit se décliner sur l'ensemble du territoire entre guillemets dit mondial. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une forme de déclinaison spécifique il y a une raison d'être qui est calée sur les 17 EODD, hein, qui tient compte des valeurs économiques, sociales, de développement qui sont là-bas, voilà, exactement. Donc là, ça couvre tout le champ, le panel, tant sur la consommation des ressources, tant sur l'éthique, tant l'inclusion. Donc, et vous donnez les 17 ou vous en avez choisi? Parce que nous, par exemple, on ne tient pas les 17. On en a 10 sur les 17 sur lesquels on peut. Parce qu'il y en a dont on ne peut rien faire, en fait. Oui. Alors, nous, on a la chance de pouvoir faire sur tout. C'est bien. Tu peux avoir des contributions directes. Mais parce que, voilà, ouais, tout à fait. Nous, on a la chance de pouvoir faire, on a la chance de pouvoir faire tout parce que on est quand même un groupe qui intervient dans le domaine de l'environnement et que, en étant un groupe qui intervenons dans l'environnement, mais surtout dans la transformation et la transition écologique, j'ai oublié de le dire tout à l'heure et ça, c'est important de le dire, on est avant tout une industrie. On est une industrie. Oui. Mais on contribue en amont, en aval, à la dimension environnementale, la transition écologique. Donc ça veut dire que les 17 EODD, on est en capacité de les faire. Juste pour revenir sur le sujet plutôt sur la partie vraiment achat responsable aujourd'hui chez vous, qu'est-ce que vous avez pu mettre en place? On parlait de territoire tout à l'heure et de proximité avec son territoire. Comment ça se formalise chez vous? C'est super simple. Quand je disais tout à l'heure, on a 200 millions d'exceptionnels et 50 millions en récurrents. Quand on construit une usine ou qu'on fait un aménagement technique, le plombier, le maçon, il est forcément local. Alors après, ce qui se passe, c'est que on a aussi d'autres éléments qui sont majeurs. On a tous les fournisseurs que l'on a sont forcément recensés, référencés sur une grille qui décline les différents objectifs. Typiquement, si on va commencer à travailler sur du béton, du ciment, on va avoir dans nos specs techniques des contraintes associées avec l'empreinte carbone en la matière. Et ensuite, il y a un autre élément aussi qui est majeur, parce que souvent on m'a fait la remarque en disant oui, mais moi je suis local, comment je peux travailler avec vous? Je veux juste rappeler un truc, c'est que en étant local, par votre spécificité, vous êtes en capacité de travailler avec nous.
C'est-à-dire que Mahoba, on travaille avec Mahoba, ça fait plusieurs fois que je cite ton nom, c'est un acteur local. Et on travaille avec lui, parce qu'il a une spécificité. Pour autant, on peut très bien avoir des consolidations nationales, voire même parfois mondiales. Je pense par exemple à des opérations de pétrole, on consomme du pétrole, on consomme des énergies vertes aussi. C'est transfrontière, mais pour autant, on a des contrats qui sont peut-être négociés au niveau national, mais on va travailler avec des entreprises locales qui vont fournir le carburant ou la source énergétique. Donc, il y a la dimension. Ce que je veux dire par là, c'est que derrière un bout de papier, parfois, voilà. Là, derrière un bout de papier, il y a mécaniquement des choses concrètes et opérationnelles qui sont là, parce que de facto, c'est une nécessité et c'est la logique de la proximité. Il y a quelque chose qui est intéressant là-dedans. Je pense que aussi certains d'entre vous sont je dirais, intéressés à ça ou au sujet à ça. C'est-à-dire aujourd'hui, on parlait tout à l'heure d'EcoVadis et d'évaluation fournisseur. Quelle est la pondération dans les appels d'offres que vous faites? Elles sont peut-être pas tous vos achats sont soumis à appels d'offres, mais en tout cas quand vous soumettez ou dans le cadre de référencement, quelle est la pondération de critères RSE? Comment vous allez évaluer finalement? C'est assez compliqué de dire si une entreprise est vertueuse ou ne l'est pas. Comment vous allez pouvoir évaluer ça? Quel niveau de pondération vous mettez dans le choix finalement final de votre fournisseur? C'est une très bonne question et c'est pas facile à répondre. Mais bon, on va essayer. Alors, quelle pondération? En fait, la problématique, ça dépend de l'activité. C'est toujours pareil. On ne peut pas dire qu'on a une pondération moyenne sur. C'est pas possible. Ça, c'est pas possible. Donc, du coup, c'est en fonction de l'activité qu'on décide. Alors, il y a, bien sûr, c'est écrit, puisqu'on a des chartes, exprès, on a pour chaque contrat et pour chaque activité, on a des chartes spécifiques. Donc, du coup, elles sont définies au fur et à mesure. Et bien évidemment, de toute façon, quoi qu'il arrive, il faut quand même qu'il y ait entre 15 et 20% qui soient en tout cas, prévus dans le cadre de la protection de l'environnement. Ça, c'est important. Les 15%, c'est la masse par client ou par volume d'affaires? Par volume d'affaires. Par volume d'affaires. Ouais. On ne peut pas parler par client, parce que bon, en fait, mais par volume d'affaires. Voilà, ça devient de plus important. Voilà. Après, c'est compliqué parce qu'aujourd'hui, on n'a pas de réglementation claire, nette et précise. Vous prenez la norme ISO 26000, vous savez comment ça fonctionne. Voilà. Bon, donc, c'est que, voilà. Donc, voilà, c'est pour ça. Donc, vous savez, donc c'est plutôt, c'est ça le problématique. C'est que, et puis derrière, on n'est pas, de toute façon, on ne sera pas sanctionné. Donc, du coup, pour l'instant, c'est à la bonne volonté de chacun. Tout le monde est au courant que, bien évidemment, mais sur les contrats, malheureusement, on n'a pas aujourd'hui de normes spécifiques. Est-ce que ça devient justement un sujet de. Parce que là, on parle, quand on parle d'achat responsable, on parle de levier en fait pour accélérer une transition. Ouais. Est-ce que ce levier, vous arrivez à l'apposer dans vos discussions avec vos fournisseurs traditionnels? Vous êtes EcoVadis, pas encore. Est-ce que vous allez devenir? Il va falloir l'être parce que moi, je suis SG, SMC, je suis Veolia et en fait, si vous comptez bosser avec moi, ça va devenir un prérequis. Alors, c'est pas, il faut l'être, c'est on vous accompagne pour l'être. C'est pas la même chose. Voilà, le message n'est pas le même. Non, mais c'est pas la même chose. C'est on vous accompagne parce que c'est pas simple. Mais aujourd'hui, si on a envie d'entrer là-dedans, oui, on les accompagne. C'est normal. Je peux prêcher pour notre paroisse, mais l'outil qu'on a mis en place de scoring fournisseur aujourd'hui est gratuit pour les fournisseurs. Ouais. Ça fait une grosse différence. Oui, bien sûr. C'est la raison. Payer pour être évalué. Tout à fait. C'est quand même assez étonnant. Et c'est un outil récent. Oui. Voilà. Donc, voilà. Faut-il encore être. C'est un outil récent. Donc voilà. Mais c'est tant mieux. C'est une très très bonne chose. Vous avez raison. Il faut payer aujourd'hui. Ça, c'est vraiment un souci, bien sûr. Donc, sur les critères aujourd'hui RSE côté Veolia, comment ça va? Nous, finalement, c'est assez simple. On a des postulats de base à minima à respecter pour conditionner derrière la soumission. Et donc, ça nous permet, en fait, finalement, d'avoir une logique de prix, mais en préambule, il y a une nécessité de respecter un certain nombre d'engagements. Et comme vous l'avez dit à juste titre, on est aussi dans une phase où on est en pleine mutation. Donc, on peut avoir des fournisseurs qui, aujourd'hui, ne sont pas à maturité attendue, mais pour autant, il y a une obligation d'objectif. Donc, il y a une phase d'accompagnement. Donc, typiquement, nous, à la fois, tant chez des clients, enfin, à la fois quand on est fournisseur de quelqu'un, ou à la fois quand on a un fournisseur, on peut effectivement s'engager avec eux à conduire un bilan carbone, par exemple. Hein. Par contre, il y a des éléments qui sont obligatoires, sur lesquels on ne transige pas, c'est la question de la traçabilité. C'est-à-dire que la traçabilité, c'est le moyen nécessaire et suffisant et obligatoire, j'ai envie de dire,
effectivement, en dehors de toute démarche quelconque diverse et variée, à partir du moment où on a la capacité de tracer l'intégralité de la chaîne, on a la possibilité de contrôler, vérifier, s'assurer. Donc la traçabilité, on n'y échappe pas. Après, il y a un autre élément aussi qui est majeur, c'est qu'on voit avec la nouvelle génération qui est de plus en plus prégnante, qui se retrouve un peu dans tous les métiers d'ailleurs, en dehors de toute dimension de normes, en dehors de toute dimension de négociation technique, financière, tout ce qui s'ensuit, on sent poindre et développer un peu cette sensibilité liée à cet achat un peu responsable. Et on voit dans les négociations et dans les échanges que peuvent avoir des acheteurs ou même des fournisseurs, on n'est pas sur la même. Je commence à sentir que ça commence à évoluer. Les goodies qui viennent de Chine, ça commence à devenir de plus en plus compliqué. Ouais. Mais est-ce qu'on est capable de plus en plus, nous, d'accepter à titre individuel, de dire, je vais peut-être acheter moins souvent de téléphone, Ouais, c'est surtout ça. garder mon téléphone un peu plus longtemps, peut-être l'acheter plus cher, mais le garder un peu plus Les longtemps, reconditionnés. ou je pas changer ma tête tous les jours, ça commence à rentrer dans les mœurs du particulier, ça commence à débarquer dans l'entreprise, et ça, c'est plutôt positif. J'ai juste un petit complément par rapport à la question, c'est que vous avez demandé, vous avez dit, bah oui, les appels d'offres. Hein. En effet, nous, par exemple, tous les achats en dessous de 200 000 euros ne font pas partie des appels d'offres. Donc c'est pour ça qu'on travaille en local. Essentiellement, c'est vrai, parce que sur les grands, c'est un peu compliqué, mais en tout cas, inférieur à 200 000 euros, ça reste quand même un chiffre assez important pour pouvoir travailler localement avec les entreprises sans avoir ces contraintes, un peu, même si on respecte bien sûr toute la partie environnementale. On a voulu que ce soit une table ronde un peu courte aujourd'hui, donc l'idée c'est plutôt qu'on puisse échanger ensemble. Donc on va aller assez rapidement vers la fin de cette conférence. Je parle trop? Non, pas du tout, c'est parfait. Moi j'aurais une question, puisqu'on est quand même une Positive Company. Quel est le chantier duquel vous êtes le plus fier cette année? Je vais te laisser la main. Alors, c'est pas forcément sur les achats, mon chantier le plus fier. Moi, je le dis. Voilà. Non, je suis fière de quelque chose qu'on a mis en place. C'était en fin d'année dernière. Ça concerne l'économie circulaire. On est arrivé en fait à notre centre d'Aubagne, qui est quand même un centre assez important où il y a plus de 300 personnes, où on a à peu près 300 places. Enfin, c'est quand même un grand centre. On a un restaurant qui est très important pour lequel on avait du gaspillage énorme. Donc du coup, en tout cas, où je suis très contente de ce qu'on a pu réaliser et surtout des résultats que ça a donné, c'est qu'en fait, on a réalisé le tri, certes, et ce tri s'est transformé en compost aujourd'hui. Ce compost se transforme en jardin puisqu'on a même un potager. Et en fait, on a mis des ruches. Et ça, c'est extraordinaire parce qu'en fait, on arrive à faire de la biodiversité dans un site qui est en plein milieu de l'autoroute, excusez-moi de vous le dire, parce qu'on n'est pas très loin. Mais en fait, voilà, ça, ouais, mais quand même. Malgré tout, on n'est pas très très loin. Donc voilà, ça c'est vraiment quelque chose d'important. Ça fait que du coup, on a vraiment une économie circulaire dans ce site. Et ça, par contre, j'en suis très fière. Et la biodiversité, c'est un des sujets les plus complexes à traiter pour une Ouais, entreprise. Il y a très pas très dur. d'indicateurs. Exactement. Il y a des bonnes pratiques, mettre des ruches, c'est pas toujours. Alors là, ouais, c'est pas toujours à Paris si on met des ruches. Ah ben une non, énorme erreur. Ah, bien sûr. Pas toujours dans les bons endroits, bien sûr. Donc il y a plein de sujets comme ça qui sont assez techniques. Et la biodiversité reste le plus complexe et pourtant un des sujets les plus clés des prochaines années. Ouais. Voilà. Tu parlais donc Nadia de Oui. résultats. Est-ce que quand on met en place des projets qui peuvent être assez structurants, on veut regarder les résultats. Est-ce que tu parlais de gaspillage, est-ce que tu parlais aussi de revalorisation donc des déchets, etc. Est-ce que vous arrivez à quantifier finalement l'économie évitée, en tout cas les gaspillages évités? 5 tonnes. 5 tonnes annuelles. À l'échelle annuelle. 5 tonnes. Donc c'est quand même pas mal. Je suis assez quand même content du résultat. Franchement, je suis assez contente du résultat. Vraiment. Et puis juste pour compléter, en fait, grâce à cette opération, on a reçu. Alors, on a un système un peu particulier à la Société Générale, c'est qu'en fait, quand on fait ce type d'opération et qu'on économise en fait notre empreinte carbone, qu'est-ce qui se passe quand on économise CO2? On présente des projets, ces opérations, on les présente donc au groupe, et le groupe en fait récolte ce qu'on appelle une taxonomie interne. Et ensuite la redistribue sur justement des opérations côté réalisées. Et donc là, on a reçu en plus un prix assez important. Et j'en suis ravie parce qu'aujourd'hui, ça me permet de faire plein d'opérations. Donc du coup, voilà, d'autant plus. Et on a eu le fameux, c'est les Marseillais à Paris, vous voyez. On a eu le prix, le coup de cœur de l'ASG. Voilà. Et ça fait du bien. Pour une fois, Marseille a gagné face à Paris. J'ai essayé d'être très concis. Une vraie réussite, un aboutissement de travail d'un certain temps. Sur Marseille va bénéficier d'une première mondiale de l'installation d'une installation de traitement de déchets de valorisation intramuros sur les toitures des terrasses du port. C'est-à-dire que les terrasses du port, en plein cœur de Marseille, c'est un centre commercial, c'est un mall.
qui peut avoir une mauvaise image de marque en disant voilà, c'est des camions qui rentrent, voilà, qui distribuent bien de consommation, les déchets sortent et voilà. Et en fait, avec les terrasses de port, depuis un bon moment, on a commencé à travailler un concept qui fait que les terrasses du port sont totalement indépendantes d'un point de vue gestion de déchets. C'est-à-dire que grosso modo, il n'y a que des entrées positives des biens de consommation et tous les résidus de ces déchets-là, en fait, sont totalement triés, préparés en matière pour être exportés directement en centre de valorisation immédiat. Donc, il n'y a plus d'étape intermédiaire. Donc, on économise un empreinte carbone sur le nombre de camions et le nombre de relais parce qu'en fait, il faut vraiment que je sois concis. Mais quand votre poubelle, elle est collectée, elle passe d'étape en étape, d'étape en étape, d'étape en étape, pour en fait, à terme, aboutir à des lots de matériaux séparés qui eux-mêmes partent dans des filières. Donc, il faut imaginer que si vous avez une poubelle dans laquelle vous mettez 5 produits, bah, ces 5 produits vont être séparés, et pour être séparés, ils vont passer par étapes intermédiaires pour aboutir à des endroits. Voilà. Et donc là, sur les terrasses de port, toutes ces étapes intermédiaires n'existent plus, c'est-à-dire qu'on a mis en œuvre un système qui rend les terrasses du port totalement indépendants. Et il nous restait une matière qui s'appelle le biodéchet, la matière organique, le reste d'assiette, qui est transformée directement, qui va être transformée, l'installation va être inaugurée en novembre de cette année. C'est beaucoup de boulot. Et donc, on va transformer cette quantité de biodéchets en énergie électrique et en énergie thermique. Et le compost qui va sortir de cette installation va alimenter également un jardin sur toiture des terrasses du port. Mais en dehors du fait que les terrasses vont être totalement indépendantes, mais en plus, on a conçu le système pour permettre, en fait, finalement, de drainer tous les flux matières périphériques aux terrasses du port pour développer une collecte décarbonée des déchets. C'est-à-dire, en fait, la réussite, c'est qu'un, on a une empreinte carbone qui est réduite, deux, on est à 100% valorisable, trois, on produit de l'énergie, quatre, on relance la biodiversité et l'activité durable et on risque de produire de l'alimentation. Mais c'est surtout, en fait, un élément dont personne n'a conscience, et là, je m'adresse à vous en tant que particulier, c'est qu'en fait, vous habitez à Marseille, votre poubelle, elle est collectée, elle est évacuée, elle est traitée à Fos-sur-Mer. Donc en fait, le principe, c'est que chaque fois que le consommateur produit un déchet, il est jamais responsable finalement de la conséquence immédiate, puisqu'en fait, c'est loin de chez lui. C'est loin de chez lui. Et pourquoi on a autant de difficultés à se développer? C'est parce que les gens disent, j'en ai ras-le-bol de traiter la poubelle du voisin. Et donc c'est là où c'est une véritable première, parce qu'en fait, au lieu d'avoir le concept de j'ai quelque part un truc qui s'exporte, là, le concept qu'on développe, et ça, c'est remarquable, enfin, c'est pas pour dire qu'on est les meilleurs, c'est pas du tout ça. Ce qui est remarquable, c'est on inverse les flux. C'est-à-dire que les flux sont internalisés. Oui, Et donc, de bien fait, il sûr. y a un impact carbone, il y a un impact démonstratif, on va créer des nouveaux, finalement, quelque part, liens sociaux, et on va généraliser, finalement, de nouveaux métiers. Et donc, demain, à terme, on espère qu'on va réussir à marcoter ce genre d'opération pour qu'on puisse développer ces solutions internalisées en métier urbain, pour faire en sorte que les ruraux et les urbains soient plus en guerre comme aujourd'hui, puisqu'un rural dit toujours j'en ai marre, je récupère les déchets des urbains. Voilà. Donc ça c'est une vraie. Pays aussi, on envoyait nos déchets. Oui, c'est ça. Bah voilà. Parce qu'ils sont pas ici. Donc là c'est une vraie vérité, une vraie fierté de ce travail. C'est un long temps de travail, d'autant que en France on est un très beau pays avec un principe de précaution qui fait que dès que vous commencez à sortir du sentier battu, c'est très 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 compliqué. Et donc là, on a l'aboutissement de 7 ans de travail, très 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 content. Voilà. Et donc, vous serez les bienvenus à visiter ce truc-là. La production d'énergie. Ouais, on méthanise, exactement, on méthanise, on produit le gaz. Et voilà. Question, justement, je ne sais pas, c'est le moment. On pouvait aussi les poser directement à nos invités aujourd'hui. Merci pour votre témoignage. Quand on achète des prestations, Oui. Oui. Qui à chaque a augmenté. Non. Non. Non, les budgets n'augmentent pas. Ils diminuent en général. Donc, non, mais on a fait différemment. Ouais, on fait différemment parce que je pense qu'on consomme différemment et Ouais. on gère les achats différemment. Tout à fait. Quand je dis ça, c'est pas une histoire de. On va jamais dire mon pot de barre, hein, je te fais un chèque de 4 millions de plus. En fait, on est plutôt sur raisonner différemment et raisonner même nos chantiers différemment. Parce que cet effort-là de la dépense, elle va être là, elle va être constante. On sait que les produits vont commencer à augmenter. Par contre, peut-être que raisonner différemment sur ton chantier, raisonner un phasage différemment, accompagner nos collaborateurs. Ça paraît peut-être complètement innocent, mais nos collaborateurs, c'est quand même un truc fou. Le coût d'imprimer de moins en moins, voilà, ça contribue.
Maintenant, imprimer en recto verso, ça contribue. Imprimer sur des cartouches juste en noir et blanc, Bah oui. ça contribue. Et pourquoi ça? C'est parce que le papier coûte de plus en plus cher. Pourquoi ça? Parce que les encres coûtent de plus en plus cher. Et donc, en fait, indirectement, ce que vous dites là, le montant est le même, mais par contre, on achète des produits plus chers. Ouais. Donc, quelque part, on a une augmentation. Et bah ouais, mais C'est exactement. ça, c'est la sobriété. Et donc, c'est ça la manip. C'est comme, je m'arrête là après derrière. C'est comme le déchet. Je dis toujours que le déchet, ça va pas coûter moins cher. Ça va toujours coûter plus cher. Donc, autant travailler pour qu'on soit au même prix existant linéaire. Voilà. Ben, c'est pareil. Je pense qu'on peut être sur la même dépense, par contre avoir un acte de consommation qui s'inverse ou différemment. Et c'est l'approche que l'on a. Oui, tout à fait. Ça fait partie aussi donc du programme achat responsable. Donc en effet, la sensibilisation des acheteurs déjà, hein, bien sûr, on les forme pour ça. Ils ont des formations spécifiques et des collaborateurs. Parce que justement, c'est quand même en fin de parcours qui sait. Donc on est bien obligé. Tout à fait. Il y a des formations importantes qui sont développées. Tout à fait là-dessus. C'est très, très important. J'étais pour un client, un grand groupe, Malakoff Humanis, qui déploie notre solution depuis peu. Justement, le sujet des achats responsables était une thématique qu'ils ont voulu adresser avec notre outil. Et en fait, on les questionnait un peu, on disait ouais, en fait, le sujet d'achat responsable, soit on reste avec la direction achat, très centralisée. Soit on considère qu'en fait, les directions achats, c'est pas eux les donneurs d'ordre. Les acheteurs ne sont pas les gens d'achat. Les gens d'achat, ils sont plutôt là pour encadrer contractuellement ce qui va se passer, les chartes. Mais la vraie personne qui mandate un achat, c'est donc tout l'enjeu, c'est de faire exactement ce qu'a mentionné Nadia, c'est de sensibiliser tout le collectif, d'embarquer tout le collectif sur en fait cette charte existe, pourquoi elle existe, à quoi elle sert, et quelle est la finalité finalement de mettre en place cette charte. Donc il y a tout un parcours amont et c'est un peu l'approche qu'on a chez Envoie, c'est d'accompagner justement la transition des entreprises avec l'aide des collaborateurs en se disant en fait si une charte elle existe, on ne va pas vous l'imposer, on vous la lance en newsletter et bah, tiens en fait elle existe, c'est cool, il faut que je l'applique, c'est j'en prends conscience, je teste mes connaissances presque même en poussant des démarches assez ludiques interactives pour qu'à la fin, cette charte qui doit être un sujet de la direction achat, en fait, elle s'applique à moi, au marketing, parce que je mandate des achats pour une exactement ça. spécifique. Moi, à la comptable, il faut que je comptabilise dans mon extraction. C'est ce que moi j'appelle entre guillemets donner du sens. Voilà. Slash remarque, c'est la partie sobriété. Il y a quand même ses limites. De métier, du coup, aller dire aux acheteurs, on vendra moins. Je peux juste revenir là-dessus. C'est un point qui est en fait fondamental. J'ai pas compris. En fait, moi, je suis dans une boîte qui fait de la distribution. Oui. Et du coup, c'est de dire maintenant, on va faire moins de ventes, en fait. En gros, c'est pas les achats pour le fonctionnement de la boîte en propre, c'est le fonctionnement. L'enjeu aujourd'hui pour nous, pour notre survie sur cette planète, globalement, il est passé d'une économie du désir à une économie du besoin. Donc, en gros, l'idée qu'on doit se poser aujourd'hui quand on dit des distributeurs, c'est quel est le produit que je mets en magasin, entre guillemets, ou que je mets sur le marché, quelle est sa fonctionnalité, est-ce que l'utilisateur en a besoin, et quelle est sa durabilité dans le temps. Et à partir du moment où vous pouvez garantir une durabilité dans le temps, l'acheteur est prêt à acheter plus cher. Encore, pas forcément, malheureusement, à l'échelle internationale encore, mais en tout cas, dans des pays comme les nôtres, qui sont considérés comme développés, la tendance est là-dessus. Donc, il achètera moins, mais de meilleure qualité. Il achètera aussi, alors, parce que ça va durer. Mieux, mais il achètera aussi, surtout c'est ce qu'on voit se développer chez les Decathlon, des choses comme ça, il achètera aussi, il n'achètera pas en fait. Oui, et il vous dit non, exactement. Il changera. Oui, tout à fait. Et donc, on garantira non plus un produit, mais une fonctionnalité. C'est ça. Voilà. On vend une fonctionnalité, on ne vend plus un produit. Peut-être, c'est une réflexion sur le modèle d'affaires de Richardson. C'est ça. Et de plus en plus, on voit des initiatives, je parlais de ça, il y a Petit Bateau qui lance ce genre d'initiative, ça va fleurir de plus en plus. Même on travaille, nous, on fait ce qui va exister, ça s'appelle le rouge-gorge, qui font des gorge, bon, voilà, dessous, féminin. Ils ont même lancé, ils ont même imaginé, ils ont fait des tests sur des dessous qui seraient loués et réutilisés.
un vêtement, celui dont vous pourrez penser le moins, voire louer, quoi. Voilà. Donc, il faut lancer les tests au sein de votre entreprise là-dessus. L'idée, c'est de faire pivoter autant que possible le modèle d'affaires, tout en garantissant aussi une rentabilité, ce qui n'est pas jamais simple. Est-ce que je peux, c'est pas que je veux avoir le dernier mot, mais C'est pas que, mais. C'est pas que, mais. Ouais, mais je l'ai prévu quand même parce que, en fait, je pense que le terme du besoin, je le pondérerais, même si vous avez raison, en parlant de raisonner, en fait. Ouais. Parce que le besoin, c'est une contrainte, alors raisonner, c'est une prise de conscience. Et je pense qu'on aura beau contraindre, si on prend pas conscience de changer nos consommations, je suis pas en train de dire arrêtons de consommer et retrouvons-nous avec une feuille de vigne en guise de vêtements. Hein. Peut-être que la boîte elle veut ça, mais je pense que l'acte d'achat doit changer. Oui, Il doit pas être interdit, mais il doit changer comportemental. différemment. Oui, oui. Ouais. On n'y est pas. On n'y est pas. Ouais. Ben, alors. Avec la politique monumentale en eau, bon, je vous souhaite bon courage pour reprendre ce chantier et j'espère que la démarche sera vertueuse. Surtout à Marseille, où on est en pénurie d'eau en ce moment. Alors, je vais juste répondre pour les banques. C'est important quand même le message. Donc, en fait, ce qui se passe, c'est que jusqu'à présent, les banques, bien sûr, ont financé des entreprises qui extraient donc du charbon, du pétrole, peu importe. Ce qu'il faut savoir quand même, c'est que c'est difficile de dire stop à un instant T, parce que derrière, vous avez quand même des hommes, vous avez quand même des vies, c'est compliqué. Donc stop, c'est pas possible. Par contre, ce qu'on peut faire, c'est les accompagner pour sortir de là. Donc c'est là. Et c'est vrai que ça peut prendre du temps. Donc ils sont gentils, les médias. Ils sont très gentils, hein. Entre parenthèses, hein, c'est pas que je veuille défendre une activité, mais je sais de quoi je parle. Et honnêtement, aujourd'hui, la problématique, elle est là. Il faut pas le prendre un très sec. C'est juste de dire, ben oui, à l'instant T, là, aujourd'hui, oui, mais comme on dit, comme on a dit n'importe qui, c'est qu'aujourd'hui, ils ne financent plus des nouvelles. Mais on peut pas lâcher aujourd'hui les entreprises, parce que si on les lâche, derrière, c'est un problème humain, quoi. Derrière, vous avez des familles, vous avez, voilà. Donc c'est ça, hein. Voilà. On est en train de rentrer dans des débats. Ce que j'ai je vous fini. propose, c'est qu'on les accompagne un petit verre, ça sera plus animé. C'est vous qui l'avez eu le dernier mot. Pour conclure rapidement, une politique. Des fois, on les n'a pas ce achats qu'on veut. aujourd'hui dans une entreprise, c'est un des principaux leviers de transformation sur le modèle d'affaires. Et c'est celui qui est malheureusement le moins bien adressé dans une grande partie. Ce qu'on doit retenir aujourd'hui, c'est quelle que soit son activité, quelle que soit la taille de son entreprise, se poser les questions fondamentales sur comment je vais interagir avec les fournisseurs, comment je vais les traiter, qu'est-ce que je vais attendre d'eux, parce que derrière, il y a un effet en chaîne qui s'est mis en place et qui permet justement d'être bienveillant et de garantir, entre guillemets, une économie qui va dans le positif. Donc, en gros, l'action est à mener dès demain sur son entreprise. Et on a vu quand même qu'il y avait quand même plein de bonnes initiatives au niveau des grandes entreprises, mais aussi des plus petites. Donc, merci pour votre intervention Merci à vous. et vos lumières. Merci.